Bonjour tout le monde, ça me fait super plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter effectivement une conférence sur les liens entre la culture du viol et l'exploitation animale. Donc, en gros, un sujet quand même controversé. Donc, le petit disclaimer d'entrée de jeu, c'est venez avec un esprit ouvert. Alors, si vous êtes toutes des féministes véganes dans la salle, ça, je pense pas que ça va vraiment vous choquer, mais pour les autres, gardez un esprit ouvert. Juste deux petites anecdotes qui soutiennent cette morale de l'histoire. L'article duquel est tirée cette présentation est un article maudit que je n'arrive pas à publier nulle part parce que je pense que le sujet, il choque quand même beaucoup. Et d'ailleurs, il y a un an à peu près, il y avait une journaliste qui voulait me ridiculiser dans un article de journal sur la langue non sexiste. Et bon, moi, j'ai déjà donné cette conférence il y a, je pense, deux ou 3 ans à l'UDM devant une petite salle de 20-30 personnes. Ça n'a pas été enregistré, ça n'a pas été très publicisé. Donc, une petite affaire de rien. Et cette journaliste, le jour, elle avait vraiment besoin de montrer au monde à quel point j'étais capotée. Elle est allée repêcher cet ancien événement qu'on ne trouve pas. Ce n'est pas la première chose qu'on trouve comme Google. Là. Elle a écrit Suzanne Zakour a même déjà travaillé sur les liens entre la culture du viol et l'exploitation animale. Donc, je pense qu'on a ici un sujet qui choque quand même les consciences. Mais je pense que vous allez trouver ça, en tout cas j'espère, vous allez trouver ça quand même stimulant et intéressant. Alors, je vous partage mon écran pour commencer la présentation plus particulièrement. Donc, ma recherche se place à l'intersection des ismes, comme on pourrait dire. Donc, se place sur la recherche qui cherche à mettre en lien certaines oppressions vécues par des personnes humaines avec les oppressions vécues par des personnes animales. Et donc, je vous ai mis à l'écran les 3 livres peut-être les plus marquants ou les plus importants, respectivement sur l'interaction entre l'oppression animale et l'oppression des femmes, l'oppression animale et l'oppression des personnes noires et l'oppression animale et l'oppression des personnes handicapées. 3 livres vraiment fantastiques que je vous recommande fortement si vous avez le goût d'en apprendre plus à la fin de cette présentation. Et donc, ces recherches sur les intersections entre ces oppressions ont mis en lumière des liens à la fois théoriques, empiriques et historiques entre l'oppression des animaux et l'oppression de certains groupes marginalisés. Donc, au niveau théorique, on dit en fait, la raison pour laquelle on peut, par exemple, exploiter des personnes noires, c'est parce qu'on peut les traiter comme des animaux. Donc, l'existence du statut d'animal, c'est ça qui rend possible d'avoir des êtres humains qu'on va après rapprocher des animaux et donc les opprimer de cette façon. Au niveau des liens empiriques, on constate, c'est peut-être aussi votre expérience, mais on constate que les gens qui sont plus spécistes sont généralement également plus sexistes, plus racistes, etc. Tout ça va ensemble. Et au niveau des liens historiques, on constate aussi que la lutte pour les droits des animaux a vraiment été beaucoup menée par des femmes et que, dans le fond, la naissance du féminisme, comme on le comprend aujourd'hui, est venue avec la naissance d'un mouvement pour les animaux. D'ailleurs, une petite anecdote intéressante, quand Mary Wollstonecraft avait publié A Vindication of the Rights of Women en 1792, vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle, il y a un auteur, Thomas Taylor, qui a répondu en publiant A Vindication of the Rights of Brutes, comme pour montrer que si on donne des droits aux femmes, c'est tellement absurde, c'est comme si on donnait des droits aux animaux. Donc, comme souvent, quand les personnes ont tellement tort qu'ils ont presque raison. Donc, c'est là où cette personne avait fait le lien que c'est quoi si on donne des droits aux femmes, next thing you know, on va être obligé d'en donner aux animaux. Donc, on est rendu là aujourd'hui peut-être. Mon projet, il s'intéresse plus particulièrement à comme un sous-ensemble de ce vaste champ de recherche qui est les liens entre la culture du viol et l'oppression animale. Pourquoi? Bien, pour plusieurs raisons. La première étant que mon champ d'expertise, c'est la culture du viol. Donc, j'y vais avec ce que je connais. Et également parce qu'on constate dans notre société que souvent, il y a vraiment un lien entre la façon dont on opprime les femmes et les animaux, y compris de façon sexuelle. Donc, les femmes vont avoir tendance dans notre société à être animalisées. Donc, on va les traiter de bitch, de chienne, de vache, de truie. Bon, vous avez peut-être déjà reçu ces étiquettes. Et on va avoir tendance également à féminiser les animaux, également pour justifier leur oppression. Donc, vous voyez à l'écran quelques exemples. Et historiquement,
Et un peu dans l'histoire des idées, on voit aussi une espèce de division, une dichotomie entre ce qui est actif, rationnel, humain et mâle, et ce qui est passif, irrationnel, animal et femelle. Donc, les femmes sont toujours considérées plus proches de la nature, plus proches de leurs instincts, moins rationnelles, et ce qui a permis d'exploiter un peu les deux groupes, y compris de façon sexuelle. Je m'arrête un instant pour dire quelque chose que j'ai oublié de dire d'entrée de jeu, mais dans ma présentation, il va y avoir des contenus visuels qui sont quand même importants pour la présentation. Donc, s'il y a une personne dans la salle qui ne voit pas son écran, une personne aveugle ou juste qui ne voit pas l'écran, faites-moi signe oralement ou dans le chat. Si c'est dans le chat, je devrais le voir. Et si c'est le cas, je décrirai les images qui sont à l'écran. Donc, ça sera dans plusieurs slides que ça deviendra plus important et je vérifierai s'il y a eu une demande dans ce sens-là. Et donc, il y a aussi quelques événements qui m'ont vraiment amené à me questionner sur les liens entre la culture du viol et l'exploitation des animaux. Vous savez sûrement que le mouvement MeToo a été lancé lorsqu'il y a eu des accusations, un grand nombre d'accusations portées contre Harvey Weinstein. Et je lisais un article là-dessus et j'ai vu cette phrase qui est à l'écran. Et donc, ils disent que, dans le fond, les femmes, les victimes de cet homme-là lui étaient envoyées et que un peu les complices de ce violeur les traitaient, les young actresses, as a zoo employee tosses meat into a lion's cage. Donc, on fait un lien carrément entre les femmes violées et de la viande. Donc, ça me dit deux choses. Premièrement, même si c'est peut-être controversé, le parallèle que je vais dresser entre la culture du viol et l'exploitation animale, je ne suis certainement pas la seule à penser que c'est le cas. On voit souvent cette analogie entre j'ai été traitée comme de la viande, je me sentais comme un morceau de viande quand on est sexualisé et objectifié. Et deuxièmement, ça en dit long sur comment est-ce qu'on peut traiter les personnes qu'on considère comme de la viande. Un autre exemple qui sert un peu d'inspiration dans le livre Black Feminist Thought, un livre très important sur le féminisme noir. L'autrice Collins raconte que les femmes noires ont été exploitées sexuellement, notamment parce qu'on considérait que les femmes noires pouvaient se reproduire aussi facilement que des animaux et donc on pouvait les exploiter sexuellement. Elle parle aussi de la façon dont, dans la pornographie, elle dit que les femmes sont présentées comme des morceaux de viande. Et donc, également que peut-être les femmes blanches sont présentées comme des objets et les femmes noires sont présentées comme des animaux. Donc, des parallèles vraiment intéressants et justement, tel qu'il était dit dans le chat, une récente campagne contre les violences sexuelles au cégep de Sherbrooke. Je ne suis pas de la viande, ni objet. Donc, des femmes qui essaient de se libérer des violences sexuelles en disant « traitez-moi pas comme de la viande », sans remettre en question la façon dont on traite justement les animaux qu'on considère comme de la viande. Alors, voilà un petit tour, un petit contexte sur le pourquoi de cette recherche. Et dans cette recherche et dans cette conférence, ce que je cherche à faire, c'est d'aller un peu plus loin que ce parallèle entre l'exploitation des femmes et l'exploitation des animaux pour vraiment creuser l'idée des mythes sur le viol et comment est-ce que notre façon d'exploiter les animaux et de parler de cette exploitation va renforcer des mythes sur le viol. Alors, je vais vous présenter un certain nombre de mythes que vous avez peut-être, vous connaissez déjà sûrement par rapport à la façon dont on traite les violences sexuelles. Et je vais montrer comment est-ce que notre traitement de l'exploitation animale renforce ou fait écho à ce mythe. Le premier mythe, c'est le mythe que le viol, et surtout le viol conjugal, c'est une affaire privée. Donc, historiquement, notre société et notre droit se sont énormément désintéressés de l'enjeu des violences conjugales, et y compris des violences sexuelles conjugales, et des féminicides en disant c'est une affaire privée, c'est des choses qui se passent en famille, qui se passent derrière des portes closes et donc ça ne nous concerne pas, nous étant la société ou la police. Et d'ailleurs, lorsqu'on a des féminicides, on en a eu beaucoup dans les derniers temps, on va souvent parler que c'est un fait divers, c'est une dispute domestique, donc comme si c'était un enjeu qui était vraiment relégué à la sphère privée. Et je trouve qu'il y a un intéressant parallèle à faire avec ce qu'on mange, parce que ce qu'on mange, c'est également considéré comme une affaire privée.
on entend beaucoup ça, que bon, les véganes peuvent bien faire ce qu'elles veulent. Je vais utiliser le féminin générique parce qu'on est 80% de femmes dans la communauté végane. Donc, les véganes peuvent bien faire ce qu'elles veulent, mais elles ne devraient pas me dire quoi manger, ça me concerne, c'est un choix personnel. Donc, on a beaucoup ce langage-là qui, je propose, est en fait une privatisation de la souffrance. Donc, le fait de dire que cette exploitation est privée ou un choix personnel, ça fait en sorte que cette souffrance est comme masquée. Bien évidemment, c'est questionnable de dire que lorsqu'on tue et on exploite sexuellement et physiquement d'autres personnes, ce n'est pas un choix personnel et ce n'est certainement pas un choix privé parce que ça affecte d'autres personnes ainsi que la société en général, mais on va avoir tendance à le voir comme une affaire privée et donc ne pas intervenir. Donc, de la même manière que c'est extrêmement mal vu d'intervenir pour dire aux autres quoi manger ou comment manger, c'est un peu la même idée qu'on avait face aux violences conjugales. Il ne faut pas intervenir dans ce que font les autres dans leur intimité. Ça me fait aussi penser à la manière dont le véganisme est rarement considéré comme une vraie lutte politique, même chez la gauche. Donc, on va parler de la diète végane ou du mode de vie végétalien. Les gens pensent vraiment que être végane, ça a rapport avec ce qu'on mange et ce qu'il y a dans notre assiette et que c'est un choix, peut-être une diète, et non pas une lutte politique contre l'exploitation. Et encore une fois, on a donc une dépolitisation de la souffrance des animaux, de la même façon qu'on a eu une dépolitisation de la souffrance des femmes, où on relègue ça à la sphère privée. Deuxième mythe sur le viol intéressant, et moi je suis juriste, et ça c'est aussi quelque chose de particulièrement intéressant du point de vue juridique. Donc, le mythe étant celui que les femmes ou les femelles ne souffrent pas réellement. Traditionnellement, notre droit, il n'a pas considéré que la souffrance des femmes était importante ou réelle. Donc, je vous ai déjà parlé du viol conjugal, que c'était quelque chose qu'on ignorait beaucoup, mais également tout ce qui a rapport avec la grossesse ou avec des dommages psychologiques, qu'on considérait que c'était des dommages qui arrivaient juste aux femmes, le droit ne le reconnaissait pas. Donc, je donne un exemple. Si j'étais une femme et que j'essaie de poursuivre quelqu'un qui m'a causé des torts psychologiques, on allait dire, ben non, on ne peut pas reconnaître ça parce que c'est les torts psychologiques, ça c'est juste des femmes qui sont hystériques, ce n'est pas des vraies souffrances. On va juste protéger les torts économiques, mais bon, les torts économiques protégeaient les hommes qui avaient la propriété. Donc, tout ce qui était la souffrance féminine, on avait tendance à la marginaliser. Aujourd'hui, notre droit, il rejette tout ce qui a trait à la souffrance des animaux. Et c'est un peu la même logique qu'on a, c'est que les animaux et les femmes ne seraient pas assez rationnels pour vraiment souffrir. Bien sûr, ça a l'air absurde dit ainsi, les animaux n'ont pas besoin d'être rationnels pour souffrir, mais c'est le message qu'on va voir dans le droit. Donc, par exemple, toutes les lois sur la protection des animaux, je fais ça avec des guillemets dans les airs, parce que les lois sur la protection des animaux ne protègent pas les animaux, mais ces lois disent qu'il est interdit de mettre un animal en détresse ou dans une souffrance extrême. Donc, on va avoir un standard très élevé. Donc, on ne peut pas torturer un animal, en gros. Sauf qu'un animal n'est pas en détresse si ça résulte de pratiques acceptées. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des lois qui empêchent de faire souffrir les animaux, mais au lieu de dire que quand même on permet des souffrances extrêmes parce qu'on exploite les animaux pour leur viande, leur sécrétion, etc., on va dire, lorsqu'on commet une pratique acceptée, je ne sais pas, couper la queue, castration, peu importe, une pratique qui se fait dans le cadre de l'exploitation pour la nourriture, on va redéfinir et on va dire, en fait, ce n'est pas une souffrance. Son animal n'est pas considéré en état de détresse ou de souffrance. Donc, le droit va effacer la souffrance des animaux et dire, en fait, les animaux ne souffrent pas. Et si vous avez déjà été dans un supermarché ou vous avez déjà regardé la télé, vous savez que les animaux sont toujours représentés comme ne souffrant pas de leur exploitation. On a la vache qui rit, on a des publicités où des cartons de lait où les vaches ont l'air tellement heureuses. J'ai mis à l'écran un carton 2, Poule en liberté. Donc, c'est une drôle de conception de la liberté. Moi, si on m'enlève toute ma famille, tous mes amis, et qu'on me confine, mais qu'on me laisse sortir dans ma cour, c'est pas
vraiment de la liberté, mais on a donc cette idée que les animaux ne souffrent pas réellement et ce sont des mythes qui vont fonctionner de pair avec les mythes selon lesquels les femmes ne souffrent pas non plus réellement. Et donc, pour protéger les femmes et les animaux, on va parfois être obligé d'aller chercher des souffrances indirectes. Je vous donne un exemple. Le viol, lorsque ça a été criminalisé, traditionnellement, c'était un crime commis envers le père ou le mari. Donc, ce n'était pas du tout pour protéger les femmes qu'on a inventé le droit relatif au viol, c'était vraiment pour protéger la propriété des maris et des pères. Et aujourd'hui, encore une fois, je pense qu'on a un peu la même logique lorsque on va dire, par exemple, il faut protéger les animaux parce que, donc, des fois, on va aller devant les tribunaux et dire, mais si cet animal disparaît, nos descendants et descendantes humaines ne pourront plus vivre dans un monde où il existe cette espèce animale. Donc, on va essayer de protéger les animaux, mais de façon indirecte. De la même façon, si on blesse un animal dit de compagnie, bien, on va pouvoir, la façon dont on essaie parfois de protéger ces animaux-là, c'est d'aller faire payer des dommages à leurs propriétaires. Donc, on s'attend un peu à ce que la souffrance des animaux, y compris des animaux femelles, j'y arrive, elle est vraiment secondaire. Et donc, pour réellement souffrir, il faut souffrir comme un homme ou comme un être humain. Et quelque chose que je trouve qu'il y a un lien aussi intéressant à faire, c'est lorsqu'on parle de guerre, par exemple, on va avoir tendance à beaucoup reconnaître la souffrance typiquement masculine, donc les soldats qui décèdent, mais on va avoir tendance à passer sous silence les violences sexuelles qui accompagnent les conflits armés, parce que comme elles n'en meurent pas, supposément, ce serait comme une souffrance secondaire. Et ça me fait penser un peu au végétarisme, cette logique tordue où on reconnaît la souffrance des animaux mâles, donc il ne faut pas manger un cochon, un porc ou un bœuf, mais la souffrance qui est des animaux femelles, donc la souffrance de l'exploitation sexuelle ou le fait de devoir être enceinte à répétition, donner naissance et être tuée quand on n'est pas assez productive à ce niveau-là. C'est pareil pour les œufs. Cette souffrance va être moins reconnue parce que c'est une souffrance qui est plus différente de nous et qui est plus genrée. Donc, une drôle de logique à ce niveau-là, mais donc encore une fois, un parallèle où plus la souffrance est spécifique et genrée, moins on va avoir tendance à la reconnaître. Et lorsqu'on reconnaît cette souffrance, comme l'ont fait les femmes, les premières féministes qui sont intéressées à la question animale et les véganes, on va avoir tendance à dire que cette empathie des femmes envers la souffrance animale, c'est de l'hystérie. Donc, lorsque les femmes ont commencé à s'intéresser à la question animale, en fait, elles se sont reconnues chez les animaux. Elles disent, les animaux qu'on utilise pour faire des vivisections, moi, c'est comme ça que je me sens quand je vais chez le médecin. Et donc, il y a eu une empathie qui s'est créée à ce niveau-là, mais l'establishment médical a inventé une maladie mentale qu'on attribuait aux femmes qui se préoccupaient trop des animaux. Donc, cette idée de voir la souffrance qui serait trop différente un peu du modèle humain et masculin qui va être vraiment pathologisé. Troisième mythe, c'est le mythe de la bonne ou de la mauvaise victime. En matière de violence sexuelle, on a la bonne victime et la mauvaise victime. En fait, la bonne victime, c'est cette victime idéalisée. Elle est blanche, elle est vierge, elle était habillée chastement, etc. Et la mauvaise victime, c'est n'importe quelle victime normale, en quelque sorte. Elle n'était pas vierge ou elle n'a pas immédiatement dénoncé son agression, elle n'a pas crié assez fort, etc. Et on va avoir tendance à beaucoup moins protéger la mauvaise victime. Je trouve qu'on a aussi un double standard entre les bonnes et les mauvaises victimes au niveau des animaux. Récemment, il y a eu un tollé médiatique sur 40 cerfs qui allaient être tués pour des raisons dites de conservation. Les cerfs, ce sont des animaux qu'on juge nobles. Et donc, on s'indigne du fait qu'ils soient tués. Et dans notre société, et ça a été mis en relief dans la littérature, les animaux sauvages vont être considérés comme libres, forts, indépendants et virils.
Donc, on va avoir une association entre plus un animal est sauvage, plus il est masculinisé et plus on veut le protéger. Par contre, les animaux qui sont domestiqués, comme les vaches, on va les considérer plus dépendantes, dociles et donc féminisées. Pourquoi féminisées? Bien, la vache, elle sert à nourrir, comme la femme, dans l'économie traditionnelle, disons, le mariage dit traditionnel. Et donc, dans certains mouvements écologistes, on va vraiment aller chercher à protéger les animaux sauvages, et pas les animaux domestiques, et en allant chercher un peu un vocabulaire qui trahit cette dichotomie entre les victimes qu'on juge trop dépendantes, trop féminines. Et ce qui est intéressant, c'est de faire les liens historiques où, dans le fond, la domestication, c'est le fait d'être à la maison, littéralement, dans son étymologie. Et donc, il y a vraiment un lien historique entre le fait d'exploiter des vaches à la maison et de domestiquer des animaux et le fait d'exploiter sa femme. Et donc, il y a une citation à l'écran de Patrice Jones qui dit que le patriarcat et l'élevage, dans le fond, ont évolué ensemble et que ce sont des systèmes qui se renforcent mutuellement. Donc, l'idée, c'est que le chef de famille, dans le fond, il a le contrôle, il est propriétaire de sa femme, ses filles et ses vaches. Donc, c'est un peu cette idée. Et depuis, dans le fond, qu'on exploite les vaches, on a tendance, dans le langage, à les associer à des victimes féminines. Donc, on va les présenter d'une façon, on va les critiquer pour leur dépendance. On va dire que les vaches, elles sont dociles, elles sont placides et c'est pour ça qu'on peut les exploiter. Et donc, traditionnellement, en associant vraiment l'image de la vache à l'image de la femme, ça a permis de justifier leur exploitation. Quatrième mythe, je pense, si je sais compter, le mythe selon lequel l'exploitation se justifie par l'amour. J'ai mis une photo j'étais dans un supermarché et donc il y avait des œufs qui étaient identifiés comme real, local and loved. Donc, en tout cas, ça leur fait une belle jambe, là, les poules, qu'elles soient aimées dans ces conditions. Mais dans notre société, les éleveurs et les propriétaires de chevaux, les propriétaires d'animaux domestiques, toutes les personnes qui exploitent des animaux vont dire qu'ils aiment les animaux. En fait, dans notre société, tout le monde aime les animaux. Et d'ailleurs, les éleveurs disent souvent, on s'en occupe comme si c'était nos enfants. Ce qui, bien sûr, en tout cas, c'est ce qui est absurde. Mais l'idée derrière cette justification, je les aime, c'est que la logique, la raison pour qu'on dit ça, c'est que l'amour empêche les violences. C'est ça la logique. C'est ça que ça veut dire real, local and loved. Love, ça veut dire je les ai bien traités. Ceci dit, pour les féministes qui travaillent sur la violence conjugale, comme moi, l'idée que l'amour protège des violences, c'est faux. C'est un mythe sur le viol. En fait, l'exploitation et la violence peuvent coexister avec l'affection. Donc, encore une fois, en matière de violence conjugale, l'homme violent va toujours dire qu'il aime sa femme et s'il la tue, les médias vont parler de crimes passionnels ou de violence amoureuse. Donc, on va avoir beaucoup ce vocabulaire de la passion, de l'amour. Et le vocabulaire de la passion, lorsqu'on l'utilise pour parler des violences masculines, va beaucoup servir à présenter les violences comme inévitables. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Et on appelle ça dans la littérature sur le viol le mythe du désir masculin irrépressible. Donc, le mythe selon lequel, en fait, les hommes, c'est pas qu'ils choisissent de violer, c'est qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher parce qu'ils ont trop de libido et c'est impossible de se contrôler. Ce qui est la même chose un peu qu'on dit souvent, moi, je ne pourrais pas vivre sans fromage. Ou, moi, je trouve que tu as raison intellectuellement, mais je ne peux juste pas m'empêcher de manger de la viande ou je ne peux pas vivre sans fromage. Et je trouve qu'il y a encore une fois un lien intéressant à faire entre ce discours du désir masculin irrépressible, je ne peux pas m'empêcher de violer et je ne peux pas m'empêcher, je ne peux pas vivre sans fromage, mais j'aime les femmes, j'aime les animaux. Donc, ce mythe de la passion, et c'est peut-être une évidence, mais tout le monde, ou en tout cas, on va dire presque tout le monde pour les petites notes en bas du contrat au besoin, mais tout le monde peut vivre sans fromage. Et donc, ce qu'on dit quand on dit je peux pas vivre sans fromage, je ne peux pas m'empêcher, c'est qu'en fait, on justifie des souffrances, la souffrance et la mort, pour un plaisir charnel. Et donc,
la logique est celle de la satisfaction du désir des hommes à tout prix. Et j'utilise homme dans son sens ambigu. Donc, la satisfaction du désir des hommes / êtres humains à tout prix, y compris par l'exploitation, parce que c'est la passion, c'est le désir charnel qui passe au-dessus de tout. On va aussi avoir un certain langage paternaliste où on va dire qu'en fait, on exploite les animaux pour leur propre bien. Encore une fois, quelque chose qui est aussi vraiment exploité en violence conjugale, mais et en matière de mythe sur le viol. Donc, on va exploiter les femmes ne devraient pas sortir, les femmes ne devraient pas boire, etc., pour leur propre bien. Mais pour leur bien aussi, on va, par exemple, tuer des animaux sauvages, ou on va dire, ça c'est quelque chose qui a, je pense, fait naître en moi cette idée de faire cette comparaison, mais les gens qui disent, les vaches, elles aiment ça, qu'on les traite. Ou mais c'est que si on ne buvait pas de lait, il n'y en aurait plus de vaches sur la terre. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend quelque chose qu'on fait pour nous, êtres humains, donc l'exploitation des vaches pour prendre leur lait, mais on va mettre ça dans un discours de protection et d'affection. Donc, c'est sur leur bien. Les femmes aiment ça. Les vaches aiment ça. Bon, ben, vous voyez le lapsus. Donc, un lien à faire ici. Et ce lien est peut-être, je vais pas m'étendre là-dessus parce que cette présentation se veut quand même plutôt un survol des liens, mais il y a aussi le lien à faire dans la mesure où souvent, dans les foyers où il y a de la violence conjugale, il y a également de la violence envers les animaux et il y a une littérature importante sur le fait que les hommes violents vont battre leurs femmes, battre leurs animaux pour faire peur à leurs femmes ou à leurs enfants, tuer un animal de compagnie pour faire comprendre à la femme que peut-être elle, c'est la prochaine. Et donc, toutes des souffrances et de l'exploitation qui va être cachée sous un masque de l'amour, de la passion, qui est extrêmement problématique. Prochain mythe, je m'excuse si les parties précédentes ont été un peu heavy en théorie, cette partie-là est un peu plus visuelle et peut-être la partie la plus évidente. Donc, le mythe du consentement, je disais, les vaches, elles aiment ça qu'on les traite. Donc, le mythe du consentement, c'est quand on dit la fille, elle a bien cherché ou les femmes, de toute façon, elles aiment ça qu'on les viole. Donc, généralement, on dit ça de façon un petit peu plus subtile, mais non veut dire oui, on présume le consentement, etc. Donc, dans notre société, dans la culture du viol, on va présumer que si une femme est agressée, c'est qu'elle y a consenti en quelque sorte. Bien sûr, c'est un discours qu'on cherche à remettre en question et les féministes ont beaucoup insisté pour monter le standard du consentement. Donc, le consentement, c'est pas juste, elle ne s'est pas débattue assez fort, mais ça devrait être, elle voulait et elle a affirmé qu'elle voulait, le consentement affirmatif, etc. Donc, on cherche à monter le standard du consentement pour que le seul fait d'exister en tant que femme, par exemple, ce ne soit pas suffisant pour qu'il y ait un consentement à une activité sexuelle. Selon cette logique, pour avoir un consentement à être attaché, blessé, tué, le standard du consentement devait être extrêmement élevé. Dans le fond, on peut douter, est-ce que je peux consentir à ce qu'on me tue? Probablement pas, ou peut-être, mais en tout cas, le standard doit être extrêmement élevé. Ceci dit, lorsqu'on parle d'exploitation animale, on va avoir des mythes sur le consentement où on va chercher un standard de consentement extrêmement, extrêmement bas. Donc, encore une fois, par exemple, les vaches, elles aiment ça qu'on les traite, elles ne s'enfuient pas. Donc, les éleveurs vont parfois dire ça, les animaux, ça ne les dérange pas qu'on les exploite, elles y consentent parce qu'elles ne s'enfuient pas. Ils ne s'enfuient pas. Alors que, en fait, le seul fait de ne pas se débattre assez ne devrait pas être pris comme un signe de consentement, surtout un consentement à la violence. Et Élise Desaulniers a dit au sujet des vaches, calmes, dociles, serviles et silencieuses, nos nourrices de substitution, les vaches, sont aussi des victimes parfaites. C'est-à-dire qu'on rend les vaches, on met les vaches dans une situation où c'est impossible pour elles de s'échapper. Et ensuite, on va dire, vous voyez, ça les dérange pas, elles viennent au treilloir, elles ont besoin qu'on les traite. Mais elles ont seulement besoin qu'on les traite parce qu'on les a mises enceintes, après ça, on a tué le veau. Donc, sinon, il n'y aurait pas de lait à traire. Et donc, on va dire la même chose des poules. Les poules, ça ne les dérange pas qu'on prenne leurs œufs. Comme si ça justifiait le fait de les laisser dans des cages, couper leur bec, etc.
Donc, ce phénomène du consentement des animaux à l'exploitation, peut-être qu'il vous paraît un peu far-fetched, personne ne dit vraiment ça, mais vous allez voir dans les images que je vais afficher à l'écran que c'est vraiment ça le message qui est communiqué par les médias et la publicité. Et donc, je vais faire défiler plusieurs images où on voit que les animaux sont présentés comme sexuellement disponibles. Et le fait d'être présenté comme sexuellement disponible et féminisé va justifier leur exploitation. Et vous remarquerez que dans les images qui suivent, en fait, c'est ambigu. Est-ce qu'on justifie l'exploitation des animaux ou des femmes? Et l'argument de Carol Adams dans The Sexual Politics of Meat, c'est on justifie l'exploitation des deux. Mais il y a vraiment une ambiguïté sur c'est qui qu'on consomme. Est-ce qu'on consomme une femme ou est-ce qu'on consomme un animal? Parce que justement, les animaux vont être présentés de façon extrêmement féminisée et sexualisée. Voilà un exemple avec un porc, mais un porc avec du eyeliner et des grosses fesses, donc qui est présenté comme sexuellement disponible. Et dans la culture du viol, le fait de se présenter comme sexuellement disponible, ça justifie les violences physiques. Donc, d'autres exemples ici. Celui-là est... Je pense peut-être ce passe de mots, là, mais à quel point est-ce que la truie en talons hauts et en tenue sexy qui va, dans le fond, une publicité pour des truies qui vont produire plus de bébés. Mais regardez comme ça a l'air de lui tenter, là. Ici, une photo. La plupart de ces images sont tirées du site web de Carol Adams qui les collectionne. Ici, on a une image d'un restaurant et c'est écrit « Chicken is better than that chick who said she will even die for you. Chicken actually die for you. Chicken is a true love. » Donc, on oublie de dire qu'il n'y a personne, en fait, peut-être que le poulet, il est mort pour toi, mais il n'y a personne qui lui a demandé son avis. Et on présente, encore une fois, c'est de l'amour, c'est consentant, et on fait directement le parallèle avec les femmes, that chick. Donc, la femme est animalisée, le poulet est féminisé, tout ça est sexualisé et érotisé, et le résultat, c'est que tu te sens pas mal de manger du poulet. Donc, c'est vraiment insidieux. Ici, un cochon qui ne pourrait pas être plus heureux de se servir lui-même dans un restaurant. Sérieux, que demander de plus que d'être mangé? Donc, on voit que cette idée du consentement à la violence est extrêmement présente. On voit que ces images-là justifient l'exploitation des animaux et des femmes et renforcent la culture du viol parce qu'on a vraiment une pornification des images. Les animaux, Carol Adams a dit que les animaux sont présentés non seulement comme féminisés, mais comme désirant leur propre consommation. C'est un peu le fantasme masculin des femmes, donc les femmes qui veulent être consommées. Et comme je le disais, une grande ambiguïté sur ce qui est sexualisé et ce qui est consommé. Est-ce que c'est la femme ou est-ce que c'est l'animal? Le prochain mythe, c'est le mythe du barbarisme. Dans le fond, la violence, elle est toujours commise par l'autre. Donc, encore une fois, je vais commencer avec comment ça s'exprime dans la culture du viol et faire le parallèle avec les animaux. Dans la culture du viol, il y a seulement un vrai viol quand l'homme qui agresse, c'est un inconnu, idéalement un étranger, idéalement quelqu'un de racisé, donc de noir. Ça, c'est ce qu'on va avoir comme image du violeur. Les violeurs vont être des monstres, des déviants, peut-être noirs, comme je dis, ou sinon fous, malades mentaux. Car récemment, je viens de repenser au féminicide qu'on a vécu dans les dernières semaines et à quel point le discours est axé sur le besoin de soutien psychologique pour les hommes violents. Donc, les hommes violents, c'est des personnes c'est des fous, dans le fond, des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou des personnes racisées. Et ce qui a pour résultat d'exonérer les hommes ordinaires, donc un homme qui est normal, qui n'a pas de problème de santé mentale, qui est blanc, et qui est peut-être bien intégré dans la société, on ne va pas le soupçonner d'être un agresseur sexuel et on va plutôt associer donc la violence à l'autre.
Un exemple de ça, c'est le mouvement MeToo en France a été rassemblé sous le hashtag Balance ton porc, qui est un peu l'équivalent au Québec, ça serait dit son nom. Donc, Balance ton porc, c'était une invitation aux femmes à dénoncer leur agresseur et à les nommer. Sauf que c'est pas balance ton mec, c'est pas balance un homme normal, c'est balance un porc. Donc, un porc, c'est un monstre et ça se reconnaît. Ça se voit tout de suite, non, quand quelqu'un est un porc. Donc, encore une fois, cette dichotomie entre les hommes normaux, inoffensifs, et les hommes dangereux qui sont fous ou noirs ou étrangers ou malades mentaux. Je précise sur la maladie mentale que les personnes atteintes de maladie mentale, y compris les personnes, par exemple, schizophrènes, ont beaucoup plus de chances d'être victimes de violences, d'exploitation et d'agressions sexuelles que d'être les personnes agresseuses. Donc, vraiment un problème de notre façon de parler des violences. Et lorsqu'on va donc animaliser les violeurs, donc balance ton porc, ou c'est un prédateur, c'est un sauvage, on va beaucoup utiliser ça, le langage du prédateur, on a l'image du grand méchant loup un peu en quelque part. Il va aussi y avoir des enjeux de spécisme parce que dans le fond, balance ton porc, c'est plutôt les porcs qui devraient nous balancer. Les porcs ne nous ont rien fait, c'est plutôt nous qui les exploitons. Et en plus, il y a beaucoup d'enjeux raciaux qui surviennent parce que si on dit que les violeurs sont des prédateurs et des sauvages en raison du racisme et de l'histoire raciste des violences sexuelles, on va avoir tendance à associer les violeurs à des personnes racisées, donc le méchant musulman, la personne noire, etc. Il y a un parallèle important dans l'exploitation des animaux où je disais plutôt que si une souffrance extrême est causée par une pratique socialement acceptée, on va considérer que ce n'est pas vraiment de la souffrance. Donc, on considère dans notre société que si tu as un psychopathe qui égorge son chat, ça, c'est vraiment terrible. Mais si tu as une personne tout à fait normale qui mange son pâté chinois, il n'y a rien là. Il n'y a personne qui le traite de psychopathe et il n'y a personne qui s'en émeut. Bon, les véganes s'en émeuvent, mais ce n'est pas ça la perspective dominante. Et on va plutôt considérer que la vraie violence, c'est toujours quand c'est commis par quelqu'un d'autre. Et ça renforce les mythes sur le viol parce qu'on a un mythe que donc la violence, c'est l'autre et que les violences ordinaires, dans le fond, doivent être ignorées. Donc, quelques exemples. Les Autochtones qui chassent des bébés phoques, les Chinois qui mangent des chiens, les musulmans et musulmanes qui tuent, ou les Juifs et Juives qui tuent les animaux de telle ou telle façon. Donc, les mises à mort ritualisées. Ça, on va considérer que c'est des violences envers les animaux et ça va être beaucoup dénoncé. Donc, des pétitions contre le festival des chiens en Chine où des personnes chinoises mangent des chiens. Ceci dit, on voit la violence des autres, mais on ne voit pas notre propre violence parce que je vous rappellerai que notre propre violence, on la voit comme ça, donc avec le sourire. Et je pense qu'il n'y a personne en Occident qui ferait un tel dessin avec un chien ou avec un bébé phoque. Donc, quand c'est nous qui le faisons, la violence est tellement normalisée qu'elle devient invisible. Et pour que ça compte vraiment comme de la violence, comme de la cruauté envers les animaux ou envers les femmes, il faut que ce soit fait par les autres. Donc, on parle dans les autres pays, là où on fait des mariages forcés, dans les autres pays où on fait l'excision. Ça, c'est des violences. Mais dans les autres pays où on mange des chiens, mais chez nous, il n'y a jamais de violence parce que le barbare, c'est l'autre. Conclusion de cette conférence quand même peut-être un peu chargée. J'y vais avec une phrase le titre d'un article d'Élise Desaulniers, « Les vrais mâles préfèrent la viande » parce que je trouve que c'est une belle phrase qui résume bien, dans le fond, dans notre société, la virilité, c'est de consommer des animaux, mâles et femelles. Et dans notre société, les hommes sont beaucoup moins nombreux à être véganes. Je le disais tantôt, on estime que 80% des véganes sont des femmes. Les quelques hommes qui sont véganes vont parfois être traités de gays ou de soy boy, donc on va faire une attaque à leur virilité. D'ailleurs, les hommes, quand ils sont entre hommes, ont tendance à commander plus de viande au restaurant parce que, mon Dieu, il ne faudrait pas que quelqu'un me voie en train de ne pas faire souffrir, ça ne serait pas viril. Donc, la masculinité dans notre société, c'est la consommation des femmes et des animaux.
J'espère vous avoir, sinon convaincu, au moins montré l'idée que, en fait, c'est pas la même chose, mais c'est lié. Qu'on consomme les femmes, on consomme les animaux, on a les mêmes mécanismes de justification. Donc, je pense en train de dire que l'exploitation est la même. C'est pas la même chose si je suis violée et si une vache est mise enceinte contre sa volonté et exploitée pour son lait. C'est pas la même chose. C'est deux choses différentes, ce qui est évident. Mais les mécanismes de justification, la culture du viol, va avoir un effet sur ces deux phénomènes. Et je pense que ce sont ces mythes sur le viol qui nous empêchent de voir l'exploitation animale comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un contrôle patriarcal des corps, de la sexualité et de la reproduction. Je vais le redire parce que c'est vraiment important, ça vient de Patrice Jones. L'exploitation animale, c'est le contrôle patriarcal des corps, de la sexualité et de la reproduction des animaux. C'est une exploitation qui est sexuelle, qui est sexualisée, mais on ne s'en rend pas compte. Mon argument, c'est que si on enlève les mythes sur le viol et qu'on voit clairement qu'on ne peut pas avoir de viande et on ne peut pas avoir de lait, et on ne peut pas avoir d'œufs sans un contrôle total et implacable de la reproduction, de la sexualité et des corps féminins, des corps femelles. Donc, une fois qu'on voit tout ça, je pense, c'est mon espoir, c'est que ça va, dans le fond, la conclusion toute simple, c'est que ce problème devrait intéresser les féministes, devrait intéresser les personnes qui sont contre la culture du viol, parce que, en fait, protéger l'exploitation animale, justifier l'exploitation animale, participer à l'exploitation animale, participe également à la culture du viol.